Bonjour Luc. Bonjour. Tu as été en tous les cas aumônier à la JOC de Bruxelles et puis à la JOC nationale et tu es historien de formation, donc tu as une bonne connaissance, je pense, de l'histoire du mouvement. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment la JOC s'est lancée au début? Alors, je pense que pour situer les choses, il faut d'abord parler de la vie de la classe ouvrière dans les années juste autour de la Première Guerre mondiale 14-18. Donc à ce moment-là, la classe ouvrière est encore très exploitée, avec des journées de travail et des cadences de travail assez dures, des salaires bas. Il n'existe pas le système de sécurité sociale comme aujourd'hui. Et au sein de la classe ouvrière, les jeunes ouvriers, les jeunes travailleurs sont dans une situation plus difficile encore. Donc, à cette époque, il n'y a pas de scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans comme aujourd'hui. Et donc, les jeunes du milieu ouvrier sont très vite mis au travail. Alors, ils sont mis au travail comme apprentis d'abord, dans des situations, des conditions de travail souvent pénibles. Arrive la guerre, et tu sais que pendant la guerre, il y a eu aussi beaucoup de soubresauts idéologiques, puisqu'on a la révolution marxiste, communiste, socialiste, comme on veut, qui était très bien implantée en Allemagne, mais qui se déclenche en réalité dans ce qui va devenir l'Union soviétique. Ça fait peur aussi à un certain nombre de gens en Europe occidentale, les patrons, l'Église, l'establishment en général. Et donc, le gouvernement belge qui revient à Bruxelles après l'occupation allemande en Belgique fait une série de concessions à la classe ouvrière en termes de conditions de travail, de salaire, et s'amorce un début de sécurité sociale, un petit début. C'est dans ce contexte-là donc un prêtre qui s'appelle Joseph Cardijn s'installe à Laken, faubourg de Bruxelles à l'époque, qui est une commune ouvrière avec des entreprises, des corons, donc des habitats ouvriers assez pauvres. Et Cardijn commence à rassembler des filles, des apprentis du milieu de la couture. Et donc il innove en quelque sorte en les rassemblant et en leur disant « Ce qui m'intéresse, c'est la situation que vous vivez ». Donc il fait, comme on dit, des cercles d'études. Donc il rassemble ces filles, il les fait réfléchir sur leurs conditions de vie, il les pousse à s'affilier au syndicat de l'Aiguille qui existe à l'époque et qui dépend de la Ligue ouvrière féminine chrétienne qui deviendra Vie féminine par la suite. Et puis, il rencontre quelqu'un qui s'appelle Jacques Meert, qui est un apprenti boulanger, et avec qui il essaye de rassembler des garçons. Donc, on est dans une époque aussi où filles et garçons ne se mélangent pas. Donc, ça n'existe plus comme ça aujourd'hui, mais il faut quand même s'en rappeler. Donc, petit à petit, donc, ces groupes se constituent, se multiplient. Bon, il y a des militants qui émergent. Ces petits groupes commencent à se structurer et s'appellent alors Jeunesse syndicaliste. Donc, la JOC ne commence pas par la JOC. La JOC est d'abord la jeunesse syndicaliste. Mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire que l'aspect syndical, l'aspect organisation ouvrière, est quand même très important dans la pensée des fondateurs. Ça va créer quelques soucis avec la CSC. La CSC n'aime pas qu'il y ait à côté d'elle une organisation syndicale, même si c'est avec un public très particulier, même si ça appartient au monde chrétien de l'époque et à la Ligue des travailleurs chrétiens, mais ça crée quelques tensions.
Ça crée aussi des tensions avec les autorités de l'Église, qui elles non plus n'aiment pas voir apparaître un mouvement qui, d'après elles, serait une division à l'intérieur de l'Église. Elles n'aiment pas qu'on organise les jeunes travailleurs entre eux sans d'autres jeunes. À l'époque, il y a des patros déjà, c'est le début du scoutisme. L'idée de l'Église, c'est d'avoir une organisation ou au moins une coordination d'organisations de jeunesse chrétienne. Et donc, si on veut, des deux côtés, la jeunesse catholique est attaquée, du côté syndical et du côté de l'Église. Et Cardaigne alors fait un peu marche arrière, si on veut, et change le nom du mouvement en Jeunesse ouvrière chrétienne. Donc, on voit bien que l'aspect ouvrier reste central. On y ajoute l'aspect chrétien qui existait, bien sûr auparavant, mais qui est mis en avant. Si bien que la JOCF un peu plus tard, va être animée ou accompagnée par des aumôniers qui appartiennent au secrétariat des œuvres chrétiennes qui existe déjà à l'époque depuis plusieurs années en Belgique. Et donc, nous sommes jeunesse syndicaliste 1919, jeunesse ouvrière chrétienne 1924. Ça reste un public de jeunes travailleurs, c'est tout à fait typique à ce moment-là. À partir de 16 ans, de 15 ans, les jeunes mi-ouvriers sont au travail, on les rassemble. Donc, évidemment, au début, le mouvement est encore assez petit, mais il se développe très très vite. Et donc, à travers les enquêtes, on découvre les conditions de travail des jeunes ouvriers, on les publie, on les fait connaître, on alerte les autorités dans les entreprises, dans les syndicats, dans les milieux d'église. Et alors, il y a quelques aménagements qui commencent à se faire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment on passe de cette JOC qui naît à Laeken à une organisation internationale présente presque partout dans le monde? Donc, d'abord, la JOC et la JOCF se sont développées très rapidement et très fortement en Belgique, à Bruxelles et en Wallonie d'abord, en Flandre ensuite. Et dès 1925, 26, 27, on a 4 branches, JOC, JOCF, KAIE, VKIE, en français, en flamand. Et très rapidement aussi, la JOC s'étend en France, à partir de 1927 déjà, au point que certains disent que la JOC est née en France. Mais elle s'étend aussi en Suisse, en Allemagne, Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, en Italie un peu moins, mais quand même. Donc, à un moment donné, c'est intéressant de rassembler les permanents, les militants et les aumôniers de ces différents pays. Et ça se fait déjà en 1935. 1935, c'est une année jubilaire, créée en 25, 35, 10 ans après. On fait un grand rassemblement à Bruxelles. Il y a déjà donc, à cette époque-là, des représentants de ces différents mouvements nationaux. Mais il n'y a pas de secrétariat, tout ça, c'est tout à fait informel, ce sont des liaisons comme ça. Évidemment, aussi dans des rassemblements pareils, la figure de Cardaigne est importante, c'est autour de lui, c'est un leader, vraiment un leader, c'est autour de lui que se rassemblent les choses et les gens. De nouveau, il y a un grand conflit, la guerre 39-45, qui handicape évidemment le développement de la JOC, surtout en Europe, puisque la guerre, quand même, si elle est mondiale, elle est très fortement présente en Europe et en Asie. Si bien que c'est pas étonnant qu'il y ait un congrès international qui se tienne à Montréal en 1947, parce que les mouvements américains ont été moins touchés que les mouvements européens, par exemple. C'est alors en 1957 qu'on crée un secrétariat, mais pour créer un secrétariat international, donc une organisation internationale de jeunesse catholique, il fallait l'accord du Vatican, ce qui a eu lieu donc à cette époque-là.
Et il y a un congrès, alors un rassemblement international à Rome, cette année-là, qui entérine la création de la JOC internationale, la JOCI. À partir de ce moment-là, il y a un secrétariat qui s'établit tout de suite à Bruxelles, avec quelques permanents. Et donc les choses vont continuer à se développer. La question alors du Rassemblement international va se reposer à la mort de Cardaigne. La mort de Cardaigne, c'est 1965. Cardaigne faisait le lien. Une fois mort, il fallait reprendre les choses d'une manière plus autonome. Surtout que certains évêques dans le monde voulaient s'approprier leur JOC, à leur façon. Et donc, voilà. Si bien que dans les différents congrès internationaux, cette question va se reposer. Il y aura un important congrès international, un conseil international à Rio en 1961 et un autre à Bangkok en 1965. Alors et puis un autre encore à Beyrouth en 1969. Je m'étends un peu sur celui de Beyrouth. 68, c'est une année d'effervescence, surtout dans le milieu étudiant, mais pas seulement, dans les milieux ouvriers aussi, en Europe principalement, mais pas seulement. Et on ne se rend pas compte, du point de vue européen, qu'un certain nombre d'idées avaient émergé dans les pays du Sud, comme on dit aujourd'hui. Un certain nombre de militants et de permanents internationaux commencent à voir qu'il faudrait aussi approfondir l'analyse de classe pour expliquer, pour comprendre l'exploitation des jeunes travailleurs. Et cette évolution-là, elle va se marquer à Beyrouth. Et je pense que ça constitue vraiment un tournant parce que les responsables des mouvements latino-américains et asiatiques vont vraiment être un fer de lance en vue d'un approfondissement de l'analyse socio-économique de la JOC. Le Conseil décide de faire une grande enquête internationale sur le travail des jeunes travailleurs. Quelles sont les conditions de travail? Ça se fait à l'échelon donc mondial. Et le Conseil suivant va rassembler toutes ces informations-là. Donc, si vous voulez, on reprend à partir vraiment de la vie des jeunes travailleurs les bases de l'action du mouvement. Et ça va alors se concrétiser à Linz, en Autriche, en 1975. Et là, se discute et puis est votée ce qu'on appelle une déclaration de principe. Cette déclaration de principe, elle aura une très grande influence parce qu'au fond, c'est une charte au fond du mouvement. Il n'existait pas à proprement parler de textes comme ça avant, c'était plutôt pragmatique, c'était plutôt les développements progressifs du mouvement sous la tutelle de Cardaigne, donc ça ne se posait pas tellement. Mais à partir des années 70, ça devient une nécessité. Et donc, cette déclaration de principe, c'est un petit texte de quelques pages qui reprend quelques grandes idées. J'en retiens surtout deux, ce n'est pas les seules, mais j'en retiens deux. La première, c'est l'autonomie de la JOC. La JOC est un mouvement autonome, c'est-à-dire autonome de l'emprise des adultes, d'autres organisations ouvrières ou de l'Église catholique. C'est donc un tournant assez important qui est pris là-bas. Tout le monde n'appréciera pas. Et deuxième grand principe, c'est l'unité de la JOC. Donc, la JOC, c'est un mouvement. Ce n'est pas un mouvement qui a des idées et des façons de faire différentes d'un pays à l'autre. Donc, c'est un mouvement qui est qui se structure donc alors davantage qu'auparavant, avec un secrétariat à Bruxelles, un conseil international tous les 4 ans, et des secrétariats continentaux qui rassemblent aussi les mouvements nationaux en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique. Voilà, ça je dirais en quelques mots, c'est la déclaration de principe qui sera discutée alors partout dans les mouvements. Peut-être qu'on se souvient qu'il y a eu la guerre du Vietnam et puis les dictatures militaires en Amérique latine.
les dictatures militaires en Amérique latine ont touché directement la JOC au Brésil. Quand les militaires sont arrivés au pouvoir, ils ne supportaient pas de mouvements de jeunesse bien organisés, autonomes, revendicatifs, militants. Et donc, en une nuit, ils ont emprisonné les principaux dirigeants et principaux aumôniers de la JOC au Brésil. Un même phénomène s'est passé quelques années plus tard, on est dans les années 70, là, au Vietnam. Il y a la guerre entre le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud, appuyée par les Occidentaux qui veulent essayer de limiter l'emprise communiste du Nord. On sait que ça se termine par une défaite des Occidentaux et du Vietnam du Sud. Étaient mêlés à ce conflit des leaders et des permanents jocistes, au nord et au sud. Plusieurs ont aussi été emprisonnés et malmenés au Vietnam du Sud. Donc, ces événements-là sont des déclencheurs pour les Belges ici. Les jeunes Belges disent, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas laisser les choses aller, les bras ballants. Ils essayent de faire des démarches auprès de l'Église, auprès du gouvernement belge. Ça reste lettre morte. Pourquoi? Parce que autant l'Église que le gouvernement sont pro-occidentaux, anticommunistes, et donc ne vont pas appuyer un mouvement revendicatif qui justement a des accointances avec les idées communistes. La JOC n'a jamais été communiste, il ne faut pas croire ça, mais il y avait tout de même une analyse marxiste commune des liens, de l'action revendicative. Et donc ça a été une sorte d'alerte. Les responsables ici belges se sont dit, mais on ne peut pas faire confiance à l'Église parce qu'elle ne nous soutient pas dans notre lutte d'émancipation des jeunes travailleurs. Je résume, je caricature un peu, mais c'est ça qui se passe. Donc si je comprends bien, les années 70 ont été un moment agité pour le mouvement. Est-ce que tu peux peut-être détailler un petit peu comment la JOC a traversé cette crise? Voilà, je pense qu'on doit situer le moment de la crise en 1973. Évidemment, ça ne démarre pas de rien, ni tout seul. C'est préparé par le Conseil international de Beyrouth, où on avait fait tout ce travail d'enquête, etc. Et donc, les conclusions de ce conseil percolent, descendent petit à petit dans les mouvements nationaux. Et en Belgique, je crois qu'on peut dire que c'est en 1973 que ça se cristallise, que ça prend forme lors d'un conseil national de la JOC et de la JOCEF, donc un conseil commun, qui n'était pas l'habitude, des deux organisations, qui se tient donc à Namur, en juillet et en août 1973. Alors, d'où viennent les questions? Comment viennent-elles? Elles viennent des jeunes immigrés. Donc, on n'a plus idée de ça sans doute aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des fédérations belges et des fédérations immigrées. Il y avait des fédérations italiennes ou espagnoles dans les villes où il y avait beaucoup d'immigrés, de jeunes immigrés qui étaient au travail. À Bruxelles, il y avait une forte fédération espagnole avec des gens de maison, des domestiques internes par exemple. Et donc, le mouvement national a été impulsé, si on veut, par les fédérations immigrées, qui étaient plus fortes, plus dynamiques à l'époque que les fédérations belges. Et donc, le Conseil national de 73 sera influencé par leur action, leur réflexion, etc. À ce moment-là, je le raconte aussi pour montrer un changement, on n'invite que les deux aumôniers nationaux à ce Conseil national, donc JOC et JOCEF. Il faut savoir que le précédent conseil, il y avait 30 aumôniers régionaux et locaux qui étaient là. Mais évidemment, c'est un poids énorme quand il y a une centaine de jeunes en conseil. Donc ici, il n'y en a plus que deux. Donc leur place est resituée, je trouve correctement pour ma part. Et ce sont les jeunes eux-mêmes, alors les militants et les permanents, qui réfléchissent ensemble. Ils décident de travailler, comme on dit, par catégorie. Donc
plutôt que d'avoir des groupes de jeunes travailleurs ou chômeurs ou étudiants mêlés, il décide de rassembler les jeunes militants qui sont en petites entreprises, ceux qui sont travailleurs immigrés, ceux qui sont employés de bureau, ceux qui sont apprentis, ceux qui sont étudiants ou ceux qui sont dans des situations socio-éducatives. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le travail par catégorie. Donc il y a, au lieu d'avoir des commissions nationales, ce sont des commissions par catégorie. Et donc le mouvement se radicalise à cause de ça, parce que l'analyse de situation est beaucoup plus précise, évidemment beaucoup plus directe, et formule un certain nombre de revendications, de changements, d'actions, etc. Alors, on peut dire que ça fonctionne pendant un certain temps, mais que ça crée aussi pas mal de difficultés. Ça crée en particulier des difficultés à l'intérieur du mouvement ouvrier chrétien. Le permanent national, qui s'appelle Freddy Ingenito, va être expulsé du bureau national du MOC, par exemple, en 1975. Il y aura des difficultés aussi avec la CSC. La CSC voit d'un très mauvais œil qu'il y ait des jeunes qui s'organisent dans les entreprises, en dehors d'elles, que certains de ces jeunes appartiennent en plus à la FGTB plutôt qu'à la CSC. Ça crée un certain nombre de difficultés, si bien que c'est Robert Dont, qui est le secrétaire général à l'époque, qui décide de couper les subsides à la JOC et puis de créer les jeunes CSC et plutôt de les développer en concurrence à la JOC et à la JOCF. Donc c'est une époque très difficile de ce point de vue-là, et c'est une époque difficile aussi vis-à-vis des aumôniers, dont le rôle change, il diminue. On n'appelle plus aumônier, mais accompagnateur adulte. Mais évidemment, appeler quelqu'un accompagnateur plutôt qu'aumônier, ça change aussi non seulement le statut, mais le rôle. Bon, voilà, on peut dire que c'est une radicalisation, on peut dire que c'est une amplification, je pense, de l'identité ouvrière de la JOC. Ce sera aussi une faiblesse, parce que le mouvement va se rétrécir très fort. Donc le nombre de militants va diminuer, le nombre de groupes va très fortement diminuer, parce que beaucoup des groupes locaux étaient quand même soutenus par des aumôniers qui ne sont plus là ou qui ne sont pas d'accord avec l'évolution. Donc c'est une année de crise qui va aussi être une année quand même de difficultés à tout point de vue. Si bien que cette organisation ne va pas durer très très longtemps. La JOC va se ressaisir en travaillant par projet alors. Bon, ça implique évidemment un échec de cette tentative. Et une reprise moins sur le terrain économique et plus sur le terrain culturel. Quand même encore avec des aspects économiques, puisqu'il y a certaines petites coopératives qui vont se créer par-ci par-là. Je pense à une coopérative de culture de Chicon dans le sud du Luxembourg, à une coopérative de style jardin ouvrier sur les hauteurs de Liège. Ça, c'est sur le terrain économique, disons. Sur le terrain culturel, on aura alors deux types principaux d'actions. Des radios libres, à cette époque, sont des radios clandestines. Il n'y a pas de possibilité d'émettre comme ça. Donc c'était vraiment des actions assez intéressantes. Donc il y aura une radio libre à Scarbeck, une dans le Borinage, une à Liège, une à Libramont, etc. Et puis, un troisième aspect qui est aussi socioculturel, c'est l'ouverture de locaux de jeunes. Dans certaines fédérations, on va créer ainsi des locaux au Brabant wallon, au Borinage, à Bruxelles, à Liège. Donc des locaux de rassemblement. C'est ce qu'on appelle le travail par projet. Donc on voit bien que c'est une évolution très très grande par rapport à ce qui venait de se passer au milieu des années 70.